Bonsoir chers amis de Zouk Télévision, bonsoir à tous. Voilà, nous sommes donc dans le kiosque, votre émission favorite en termes de commentaires de l'actualité et puis de l'aspect politique de l'actualité martiniquaise. Et cet après-midi, j'ai l'honneur de remplacer Emmanuel Granier qui a été empêché. Et ce que je ferai, je tâcherai de faire avec modestie. Merci beaucoup de nous accueillir. Et d'accueillir également nos chroniqueurs que je vais vous présenter dans un moment, mais une petite pensée pour monsieur Jean-Paul Césaire qui nous a quittés aujourd'hui, et donc nous saluons la famille et les amis bien évidemment, et le parti progressiste martiniquais duquel il était proche. Voilà, une petite pensée. Je vais demander à mes amis chroniqueurs donc de s'exprimer. Alors d'abord Michel Branchy, ton actualité et puis quelques mots à propos de... Mais... D'abord, je m'exprime à propos de la disparition de Jean-Paul Césaire, que j'apprends à l'instant. Bon, Jean-Paul Césaire, bien sûr, était un des fils du grand Aimé Césaire et qui a quand même lancé le CERMAC. C'est lui qui en a fait, qui en a été l'âme et qui l'a structuré. De plus, il avait une grande culture, et il a été un de ceux qui ont promu la culture martiniquaise. À un moment, il faut bien le dire, à un moment où elle était durement contestée par le courant que nous appelons assimilationniste. Voilà. Très bien. Je continue à appeler comme ça. Oui, mais il existe. Hein. Oui. Très bien. Merci pour ces mots. Alors, en ce qui me concerne mon actualité, oui. Nous allons en parler puisque ça figure à l'ordre du jour. C'est la mort de Mikhail Gorbatchev, qui a représenté à un moment donné un moment important de l'histoire du communisme. Absolument. Voilà. Absolument. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais on en parlera et je vais introduire d'une certaine manière, parce que bon, c'est un personnage grand mais assez controversé. On en parlera. Absolument. Voilà. Philippe Saint-Cyr, même chose. Oui, alors quelques mots d'abord pour Jean-Paul Césaire, qui était un personnage très important dans le monde de la culture, haut en couleur, et que j'appréciais particulièrement. Et toutes mes condoléances à sa famille, bien sûr, dans ces moments difficiles. Je voudrais aussi signaler une autre disparition, c'est l'inspecteur d'académie de l'éducation nationale, Roland Jean-Baptiste Édouard, homme de culture, écrivain, poète, et il s'est beaucoup intéressé à Césaire, romancier aussi. Alors je voudrais saluer sa disparition. Je pense qu'il est parti hier et je pense que c'est son épouse. Voilà. Et comme autre actualité, je suis égoïste. Je vais prendre une actualité égoïste, oui. Pour moi, c'est enfin si vous voulez, s'agissant de la ville de Fort-de-France, la possibilité, n'est-ce pas, de restaurer la dite Villa Saint-Cyr et en faire un lieu culturel. Et je voudrais dire combien je suis heureux de cela, parce que ça me faisait peine à voir l'état de la maison. Et je voudrais donc remercier particulièrement notre ami Michel André, qui a mis le projet en place et qui a une dimension effectivement extrêmement intéressante. Alors une question, dans le cadre du loto du patrimoine, c'est pas ça? Oui, absolument, la mission du patrimoine, la façon mission Berne, absolument. Stéphane Berne. C'est Van Berne. Et sans une question, tu as habité dans cette maison?
J'y ai passé toute mon enfance, oui, bien sûr. Enfant solitaire, j'étais unique, n'est-ce pas? Je le suis toujours. et bien sûr, avec mes animaux, j'explique ça derrière, bien sûr. Oui, j'ai habité longuement, bien sûr, depuis parce que le hasard de la guerre a fait que je suis j'ai une petite tare. Je suis né à Bordeaux. Je suis bordelais. Et c'est à l'âge de 5 ans que... Je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir ce type de temps, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Tout à fait. Et je suis revenu et j'étais accueilli là, c'était en 1947, par mon grand-père. Oui, et j'ai passé toute mon enfance et ma fille aussi. Donc ce sont des souvenirs très forts. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Merci. Bonsoir Carole Paolo, merci de nous rejoindre cette semaine. Voilà, donc quelques mots de ton actualité et puis éventuellement Eh bien, des disparitions. Juste pour Jean-Paul Césaire, ce qui était amusant, c'est que, me semble-t-il, il n'y avait pas grand-chose qui le prédestinait à exercer le type de fonction qu'il a exercé à la tête du CIRMAC, puisque, d'après ce que toi-même tu m'as dit, et que j'ai vérifié, il était plutôt un fan du pilotage de voitures. Un grand sportif. C'était plutôt ça. Un grand sportif. Bon, comme quoi, il n'y a rien qui soit définitif en ce bas monde. Alors, si je devais dire quelque chose, bon évidemment, condoléances à sa famille, mais très honnêtement, je regrette un peu que l'esprit dans lequel il faisait le festival, ça ne me paraît pas toujours... Enfin, très franchement, j'ai été très mécontent de ce cénacle où il a été question de savoir si les problèmes climatiques étaient une punition de Dieu, au cours duquel on a fait venir l'archevêque. Alors bon, moi je veux bien, pourquoi pas. Si on avait pu ressusciter Granzonde, on aurait pu lui demander, ça aurait peut-être intéressé beaucoup de gens. Mais il y a bien des marabouts dans le football. Bon, enfin bref. Enfin, je n'ai pas... Très franchement, quand je prends le festival qui avait comme thème Eya Mandela, je trouve qu'on n'a plus ce souffle-là. Oui. L'esprit cartésien, je reconnais l'esprit cartésien, là, effectivement, bon, il y a... Mais il faut aussi satisfaire le public. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Valérie, quelques mots, Valérie Vertal, qu'on a plaisir à retrouver à cette rentrée, et puis qui est toute fraîche. C'est gentil en tout cas, mais... Moi, j'aurais un témoignage beaucoup plus personnel vis-à-vis de Jean-Paul, parce qu'en fait, c'était le père de ma meilleure amie de lycée, c'est Delphine, qui est décédée, ça fait une dizaine d'années, aujourd'hui à peu près. Et je me rappelle, tu parles de pilote, c'est quelqu'un qui conduisait très vite, il venait me chercher à la maison des fois, pour nous emmener, puisqu'on était jeunes, à des fêtes, etc. Il conduisait hyper vite et j'avais toujours peur que quand Jean-Paul nous emmenait quelque part. Mais vraiment, je suis extrêmement triste d'apprendre ça aujourd'hui. Et puis, je pense aussi à Lydie Bétis, qui doit être très triste aussi, parce qu'elle était très proche de Jean-Paul. C'est vraiment une grande perte pour la Martinique. En tout cas, en termes d'actualité, moi, c'est naturellement la rentrée et puis l'ouverture du lycée Schellcher, naturellement. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Mais on en parlera volontiers. Alors, j'ai eu la chance de découvrir le bâtiment, puisque je fais partie du CHSCT, Magnifique. avec Madame Théaumont, conseil exécutif. Et effectivement, c'est un beau bâtiment. J'ai eu l'occasion aussi de faire quelques photos que Grégory va nous projeter. Je vais faire quelques commentaires, puisque l'architecte était présent, Gustave Torres était présent. Et, il était présent à notre rentrée aussi. Voilà. Il va expliquer les choses. Mais voilà, tu vas m'aider à faire les commentaires Aucun problème. Sur le bâtiment en question. Voilà, alors nous avons donc une émission qui est assez dense, et donc nous allons commencer par le premier thème, en essayant de tous les épuiser. Alors, premier thème, l'utilisation d'un accélérateur de croissance sur les bananes plantains, accélérateur de croissance du labo Phytocontrol, qui vraisemblablement, en aval de la récolte, était un produit de maturation dont l'usage était interdit pour ce type de fruits, en tout cas pour les bananes. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, car je te vois avec les yeux qui pétillent, j'ai envie de vous poser la question, toi d'abord. Est-ce que les bananiers ne comprennent pas, ou certains bananiers sont-ils incorrigibles? Qu'est-ce que tu en penses? Lequel banane? Bon, d'abord, ce thème de banane plantée ne me plaît pas. Moi, c'est une banane jaune marronnette. Banane jaune. Déjà bouillonne. Oui. Donc, banane plantée, ça ne me plaît pas. C'est parce que je ne connais pas ça, je n'ai jamais utilisé ce terme
En tout cas, dans mon enfance, non. Moi, je connaissais les bananes jaunes. Banane jaune, oui, tout à Et fait. ces Banane jaunes, légumes. on connaît. Ouais. Banane jaune, on connaît. On pas connaître plein de bananes plantées. Bon. J'observe que sur les routes, il y a les fruits et légumes qui sont vendus. Je veux croire, en mettant ma tête à couper et mes deux mains avec, que toutes ces ventes font l'objet d'un contrôle. Je pense que tu es déjà mort. Seulement. Ah oui, totalement. Mais, de toute façon, c'est... Et sans main. Non, mais il y a aucun problème pour ça. Moi, c'est la question que je me pose. C'est vrai. Alors, j'ai lu un peu ce qui avait été dit à ce sujet. J'ai observé que... Parce que quand tu dis bananier, il faut qu'on s'attende. Nos téléspectateurs peuvent imaginer qu'il s'agit de ceux qui fabriquent la banane, qui produisent la banane dite banane dessert. Dessert, non, oui. Bon, c'est pas celle-là. Non. Bon. Alors, qui sont les agriculteurs qui interviennent en matière de banane jaune? Qui sont les agriculteurs qui ont acheté ces produits? Dans quelles conditions ces produits ont été utilisés? J'ai cru comprendre que c'était autorisé pour l'ananas, dans certaines conditions. J'ai cru comprendre que la justice s'en inquiète. Eh bien, j'attends de voir ce qui va être dit. Mais bon, au-delà de ce problème-là, pour moi, c'est un problème général. Je n'ai jamais oublié que la chlordécone a été détectée parce que dans le port du Havre, un abruti, un drôle de personnage, quelqu'un qui nous voulait du mal, manifestement, a eu l'idée de vérifier, d'analyser la patate douce. Et c'est donc de France, du Havre, qu'on nous a dit, mais vos produits là que vous envoyez, vous savez qu'il y a du chlordécone dedans, c'est un produit, c'est dangereux ce truc-là. C'est comme ça qu'on a appris qu'elle a patate Quand tu douce. dis abruti, c'est une antiphrase, c'est-à-dire que tu penses l'inverse. Oui, tout à fait, je tout à préfère fait. préciser. On Tout à avait fait. Vous me le dire. Ouais. Vous me le dire comme ça. Parce que Hein. quand même, ça veut dire que si ça n'avait pas été fait là-bas, nous, pas les savent ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça m'inquiète. Alors, Michel, donc le 25 août, ouverture d'une enquête judiciaire par le parquet de Fort-de-France, et donc, ça y est, c'est encore un petit scandale. Non, mais dans la réalité, la découverte a été faite à l'instigation. Bon, je peux quand même parler un peu de... C'est mon ancien service qui a sorti cette affaire. La direction de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, rebaptisée maintenant DITS, direction de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité, qui a intégré l'émission dite concurrence et consommation. Alors, pour répondre à la première question de Karl, il est un fait que l'ancienne direction des DGCCRF a fondu comme neige au soleil. Autrement dit, les moyens humains, sinon juridiques, mais les moyens humains, bon, il y a le code de la consommation. Nous sommes là, nous frôlons quelque chose en matière de pénal. Hein. Bon. Donc, c'est eux qui ont... Et comme d'habitude, la petite histoire, c'est que c'est quelqu'un dans le milieu, c'est toujours comme ça, c'est quelqu'un dans le milieu qui a dénoncé, qui a dit voilà ce qui se passe. Bon. Alors, comme dit Karl, bon, il y a une enquête qui est en cours, bon, parquet, notamment, qui n'exclut pas... alors, question, qui se livre à cette pratique, puisque l'étéfon, ce produit est autorisé pour la floraison de l'ananas, mais n'est pas autorisé pour le mûrissement accéléré de la banane. Bon. Et puis deuxièmement, quelle est la filière d'importation? Alors, dans la presse, on parle le produit viendrait de certaines îles, Dominique, Sainte-Lucie. Bon. Donc, tout ça, ce sont des enquêtes qui doivent être diligentées. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a quand même une crainte, c'est que des agriculteurs qui sont honnêtes soient cloués au pilori. Ok? Bon. C'est-à-dire que s'installe une sorte de psychose. Et pas seulement pour la banane jaune, hein, mais pour tous les fruits. D'accord. Bon, alors là-dessus, je pense que faut que
pour que les services publics communiquent. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont les contrôles qui sont faits? Tout à fait. Philippe Saint-Cyr, est-ce que tu as un commentaire à dire? Alors, les téfons, effectivement, le code est en 1150 et vraisemblablement autorisé pour la betterave, le café et la tomate, donc, mais pas pour la banane. Oui, alors, première remarque, bien sûr. À partir de là, il est évident que nous achetons beaucoup moins de bananes jaunes, semble-t-il. J'entends certaines marchandes qui se payent. Alors, effectivement, ça n'a rien à voir avec la molécule de chlordécone. Les téfons, effectivement, est considéré comme un produit, je cite, légèrement dangereux. C'est pas moi qui ai fait le texte, c'est pas légèrement dangereux. Ok, donc il n'est pas en principe interdit. Par contre, son mode d'utilisation est effectivement très encadré. Il ne peut être encadré que dans certains cas, notamment pour l'ananas, la floridante de l'ananas. Et semble-t-il, je n'ai pas vérifié les textes, il serait interdit en tant que mûrisseur de la banane. Ok ? Alors, bon, effectivement, on en est là. L'enquête va se poursuivre et on saura effectivement ce qui se passera. Quand on parle de risque pénal, tu peux préciser? Ah oui. Alors, je ne sais plus quelle est l'infraction que cela produit dangereux. Je ne sais plus très bien. C'est l'article je ne me souviens plus là. L141-14 du Code de la consommation. Ça de bon reste de ton service. Oui, absolument. Oui. Sauf erreur de ma part. C'est-à-dire que c'est une tromperie sur les qualités substantielles. Oui, tout à fait. D'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a des bananiers, enfin des producteurs de bananes qui peuvent se trouver en situation difficile parce qu'ils n'ont pas nécessairement la connaissance de tout, effectivement. Mais ça n'a rien à voir avec la molécule de chlordécone. Okay. Il faut attendre et voir. Mais effectivement, il y a des sanctions pénales qui sont prévues. D'accord. Donc, pas de psychose. Valérie, quelques... Oui, je peux réagir quand même à ce que dit Philippe. C'est légèrement dangereux, c'est ce qu'ils disent, mais en même temps, la molécule est purement et simplement interdite. Donc, quand j'ai pensé à ça, quand j'étais en train d'un petit peu de préparer avec les questions qui nous ont été envoyées, j'ai pensé à Michel. Et je me suis dit, vraiment, on est dans cette société obsédée par le profit, puisque c'est un accélérateur de croissance, c'est pour vendre plus vite, de toute façon, aussi. Donc, on est vraiment dans cette société de profit, de l'immédiateté, etc., qui pose un véritable problème. C'est peut-être un nouveau scandale sanitaire, moi j'en sais rien, franchement j'en sais rien, mais c'est peut-être un nouveau scandale sanitaire. J'ai vu un communiqué de presse des planteurs de bananes de Banama pour dire qu'eux ils n'utilisent pas, etc. C'est pas le même type de banane non plus. Mais il y a quand même beaucoup de questions. Quelles sont les filières, en quelle quantité, le taux dangereux pour l'homme, je ne sais pas qu'en est-il de la pollution des terres. Mais derrière, ce que je vois aussi, c'est ma fibre sociale, quoi. C'est le drame, la misère des agriculteurs, des producteurs qui essaient de trouver des moyens, bien évidemment, qui ne connaissent peut-être pas non plus la dangerosité de certains produits, etc. Mais derrière, il ne faut pas oublier ça, quoi, que c'est aussi ce drame-là qui se joue derrière. Bon, ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans une situation difficile, on doit aussi empoisonner les gens, c'est pas du tout ce que je dis. Mais que j'ai l'impression qu'en filigrane, il y a quand même des choses sociales un petit peu difficiles. Donc, mais bon, on attend les résultats de l'enquête, etc., comme disaient les uns et les autres. Mais bon, c'est vraiment encore une inquiétude et ça jette le discrédit sur tous les fruits et légumes que l'on vend. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Et il faut prendre conscience du fait que la consommation, c'est lié à la confiance. Voilà. Donc, un consommateur lié à la confiance, forcément. Voilà. Mais et puis ensuite, Carl, oui, tu voulais... Non, c'est le terme légèrement dangereux. C'est la première fois que j'entends une appréciation juridique. On m'a toujours dit... C'est pas juridique. Qu'il fallait mieux éviter les adverbes, légèrement. C'est quoi légèrement? Si on me dit que je suis légèrement idiot, c'est la porte est légèrement ouverte. Je ne vais pas forcément sauter de joie. Donc je ne comprends pas ce que ça veut dire, légèrement. Et pour moi, dès qu'on utilise ce terme-là, il y a de l'entourloupe.
Voilà. C'est vrai. Très bien. Et ça accroît ma méfiance au lieu de la dissiper. D'accord. Philippe, tu voulais réagir? Oui, c'est dans ce sens-là. Je trouve scandaleux de dire qu'un produit est légèrement dangereux. Ok. Ou il est dangereux, ou il ne l'est pas. Ok. S'il est légèrement, il est dangereux. Ouais. C'est tout ce que je veux dire. Il faut arrêter de S'il nous est prendre, n'est-ce pas, interdit, c'est qu'il y a à un nous truc. des imbéciles. Mais je précise que c'est pas le droit qui a. Enfin, je ne sais pas qui est-ce qui a sorti Ah, mais ça. je sais pas. C'est C'est certainement. l'OMS. Oui, c'est l'OMS, effectivement. C'est vrai. C'est Très l'OMS. bien. Donc, bon. Bon, ben voilà. Toujours la précision de Michel. Oui, oui, c'est oui. ça qui me plaît. Non. Alors, je pense que sur cette question, comme sur le reste, notamment sur la chlordécone, il faut qu'il y ait une information sérieuse et scientifique. Alors, on ne va pas empêcher la psychose, mais des produits... est-ce que les produits concurrents... parce que c'est une question qui vient. On nous parle de la banane jaune, mais qui a sorti en dehors? Est-ce qu'il y a qu'à contrôler? Est-ce que pas ni des produits qu'il y a qu'à accélérer le mûrissement? Très bonne remarque, très bonne. Ce qu'on appelle la clause miroir, c'est-à-dire que normalement, il devrait s'appliquer aux importateurs les mêmes règles de production qu'on applique localement. Donc, le problème, c'est que je vais entrer un peu dans le détail. Le contrôle de la qualité est de la responsabilité de celui qui met le produit sur le marché. OK? Bon. On n'est plus à l'époque où la douane, comme la DCCRF, comme les services vétérinaires, comme les services de l'agriculture, contrôlaient les produits de manière exhaustive. Non. Et on vérifie que le produit respecte les règles. Bon. Et ce n'est que lorsqu'il y a des doutes qu'on va faire des prélèvements dans des conditions qui sont extrêmement encadrées. Cadré, oui. Carré, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement, par exemple de banane jaune par exemple, on va prendre, il y a un lot qui sera consigné auprès du procureur de la République, un lot qui sera envoyé dans un laboratoire. Alors, d'après ce que j'ai compris, les laboratoires locaux ne peuvent pas détecter ce produit. Et puis un lot qui est laissé sur la garde du vendeur. Ouais, bon. Mais ce n'est que lorsqu'il y a des soupçons qu'on lance ce type de procédure. D'accord. Vous comprenez? Il n'y a plus... C'est pas systématique. Bon. Et ça, c'est une réglementation européenne. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, les téléspectateurs se seront fait leur religion à propos de ce début de problème. Alors, on espère que ce ne sera pas un scandale aussi important que la chlordécone, mais enfin, il fallait faire le point dessus. Alors, deuxième thème, hausse des prix de 1% pour un mois, alors qu'il y avait 4,9% sur un an. Donc, c'est une publication de l'INSEE. Donc, vous avez reçu les documents. 1% d'inflation en un mois, 4,9% sur un an. Il y avait pas mal de chiffres. Je vais faire un petit topo rapide pour informer nos téléspectateurs. Et puis, je vais vous proposer de commenter ceux qui vous ont semblé les plus surprenants, ou en tout cas ceux qui méritent le plus de commentaires. Donc, l'énergie, c'est plus 4% en un mois. Concernant l'IEDOM, toujours, on a, à propos de la population, une baisse de 1,5% de 2020 à 2021, ce qui représente quasiment 4 000 personnes de moins en Martinique, et quasiment 10% de population en moins sur 10 ans. Hein. Le solde naturel, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre le nombre de naissances et le nombre de décès, est négatif, donc on fait moins d'enfants qu'il y a de décès. Et le solde migratoire l'est aussi. Pendant très longtemps, la Martinique était un territoire d'accueil, mais aujourd'hui, on part de la Martinique et on ne revient pas. C'est important. Alors, on a constaté une hausse du PIB de 2,6%, notamment pour les services non marchands. Alors, je précise, la santé, l'action sociale, l'éducation, l'administration, chose qu'on réussit à quantifier, puisque, bon, bien évidemment, ces services sont quantifiables. L'État, enfin, les services publics, dépensent de l'argent pour ces actions et on peut les évaluer. Donc, c'est l'action, donc c'est les services non marchands qui représentent davantage
Disons l'administration. Voilà, l'administration. Et puis en deuxième partie, 40%, c'est le service, le commerce. Concernant les vaccinés, on est 37%. Et puis, enfin, j'ai retenu aussi un chiffre, 41% des foyers ont un revenu inférieur à 10 000 euros en Martinique, tandis que seulement 7% ont un revenu supérieur à 50 000 euros en Martinique. Donc, quand on sait que le revenu de la Martinique est de entre 21 000 et 23 000 euros par an et par habitant en Martinique, alors qu'il est de 33 000 euros par an et par habitant en France hexagonale, on voit que 41% des foyers, 10 000 euros, c'est vraiment très très bas. Tu peux pas que je donne une précision? Je t'en prie. Ce que relève l'INSEE, c'est que ces 41% de revenus à moins de 10 000 euros, 41% de foyers qui perçoivent moins de 10 000 euros, et 7,4% de foyers qui perçoivent plus de 5 000 euros. Alors, les 41% à moins de 10 000 euros se partagent 6,4% des revenus déclarés, alors que les 7,4% à plus de 50 000 euros se partagent 32,8% des revenus déclarés. C'est ça. Autrement dit, on a une polarisation, un écart de revenus considérable. Oui, tout à fait. Bon, alors on retrouve après des chiffres d'ailleurs, on retrouve à peu près des chiffres équivalents en Guadeloupe. D'accord. Voilà. Alors je finis rapidement. Le tourisme est en baisse de 41% pour cette année. Et moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est le nombre de passagers à l'aéroport. On est à moins 2,3 dans l'ensemble. Il y a une augmentation du nombre de passagers vers la France, plus de 3,5%, mais par contre une diminution de moins 70% de voyages vers l'international. Et puis, voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, je vais vous proposer un commentaire sur un ou deux chiffres qui vous ont un petit peu surpris ou décontenancé. Valérie, si tu veux bien commencer. Oui, bien évidemment. Je me suis attachée dans un premier temps à tous les chiffres qui concernent l'augmentation des prix. Et naturellement, on a pensé aux ménages les plus en difficulté, qui sont des consommateurs. Hein. Alimentation, quand on voit, c'est alimentation, énergie, produits manufacturés. Donc, naturellement que ce sont des difficultés. Et c'est d'autant plus inquiétant chez nous, puisque on sait que les prix sont déjà bien plus élevés chez nous. Donc, et en même temps, les salaires sont inférieurs. Donc, naturellement, ça engendre des difficultés. Et puis, sur le rapport de l'IEDOM, naturellement, ça ne vous surprendra pas que je me suis attachée plutôt à regarder les chiffres de l'éducation. Puisque on parle de la baisse des effectifs, c'est lié à ce que tu disais, Charles, sur le fait qu'il y a moins d'enfants. Hein. Il y a moins d'enfants, il y a quand même 21,7% sur 10 ans de moins. Et puis naturellement, ça a une conséquence directe sur les enseignants. Et il faut mettre ça en parallèle avec toutes les difficultés que l'on connaît et qu'on a entendues concernant les stagiaires et les néo-titulaires qui n'arrivent pas à rentrer dans l'académie, tout simplement parce que plus on supprime des postes, parce qu'il y a moins d'enfants. Bien évidemment, on supprime toujours plus de postes qu'il y a moins d'enfants. Hein. Ça veut dire que, moi j'avais fait le calcul, ça fait 2 ou 3 ans, à chaque fois qu'il y avait 14 élèves de moins, on supprimait une classe. Donc vous voyez, alors que les classes à 14 sont très rares, tu peux en témoigner, Charles, qui est aussi dans l'éducation, sauf à quelques exceptions, notamment au Marigot, il y a des fois, dans certains collèges, peut-être pas 14, mais des classes à 17, 18, avec une division, où on ne peut pas faire différemment pour ne pas fermer une structure, mais ce n'est pas la règle. Ce n'est pas du tout la règle. Donc, il y a beaucoup plus de suppression qu'il n'y a d'élèves en moins. Alors, je voulais te poser une question relative justement aux néo-certifiés, enfin aux néo-titulaires. On a un problème démographique, mais si on ne fait pas rentrer nos jeunes, comment aura-t-on la possibilité de faire des enfants? C'est un vrai problème, ça. Alors, pour moi, l'État a une responsabilité dans ça, parce que puisqu'on a des problèmes démographiques, bien évidemment, il ne s'agit pas que de l'éducation, mais il s'agit aussi de l'éducation. Il devrait y avoir des politiques justement mises en place de retour au pays, et peut-être même pas de retour, mais pour qu'ils restent au pays. Et quand bien même il y aurait, il serait, j'ai envie de dire, déficitaire parce qu'il y aurait certaines classes moins chargées que d'autres, ça permettrait, parce que ça voudrait dire que l'État est conscient du problème et agit aussi. Ça veut dire que, mais pas seulement dans l'éducation, pour moi, dans la plupart des services publics.
Donc l'État a sa part de responsabilité et l'État doit agir aussi. Et puis ça ne peut être que bénéfique dans l'éducation qu'on ait des classes moins chargées pour permettre de mieux travailler eu égard à toutes nos difficultés que nous connaissons en Martinique. Donc avoir un encadrement plus important ne pourrait être que bénéfique dans nos salles de classe. Donc l'État devrait s'engager pour pouvoir permettre aux jeunes de rester sur le territoire, pour pouvoir faire des enfants chez nous et essayer d'étoffer, si je peux m'exprimer ainsi, la population martiniquaise, parce que c'est dramatique ce qu'on est en train de connaître. C'est dramatique. Alors, Carl, quel est ton choix dans les commentaires Non, c'est plutôt le truc, sur le taux de chômage, le taux d'activité, le taux d'emploi. Bon, c'est déjà une bonne chose que ces trois données-là soient indiquées. Alors, mais je crois que tu avais une remarque là-dessus, justement. Non, je disais que tout le monde, on entend le taux de chômage, on donne l'indication des demandeurs d'emploi de catégorie A, mais bon, ça veut rien dire, ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des demandeurs d'emploi, ne sont pas considérés comme des demandeurs d'emploi, tout simplement parce qu'ils se retirent du marché du travail et qu'ils ne veulent pas travailler dans les conditions qu'on leur propose. Alors, autrement dit, ce que tu me dis, c'est que quelqu'un qui ne va plus faire... Si tu ne fais pas une recherche active d'emploi, tu n'es pas considéré comme chômeur. Donc tu disparais du tableau de bord. Évidemment. D'accord. Bon, il y a des métiers où c'est absolument des conditions de travail qui sont... je ne veux pas dire projet d'esclavage, parce qu'on va penser que j'exagère, mais c'est une exploitation qui est absolument éhontée. L'un des secteurs où il y a le plus de besoins, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement de personnes âgées. Alors, pour préparer ça, j'ai pris la peine d'appeler Francis Carolier, puisqu'il s'en est occupé. Je lui dis, mais je ne comprends pas comment, de 2015 à 2021, la situation des personnes qui travaillent dans ce secteur-là ne se soit pas améliorée. Il y a eu des améliorations pour les structures, oui, mais les gens qui travaillent là, qui ont des emplois à temps partiel, 50 heures, 60 heures, 65 heures, qui sont obligés de se déplacer pour aller à domicile chez l'un, chez l'autre. Le temps de déplacement n'est pas considéré comme du temps de travail. Si toi, tu te déplaces pour ton boulot, on va considérer que tu es au travail. Et en plus, on va te défrayer pour le déplacement que tu fais. Ce n'est pas le cas de ces gens-là. Et je connais des gens qui travaillent dans ça. Et qui, devant les difficultés qui sont les leurs, ce sont des femmes, eh bien, arrêtent tout simplement. Donc, Pôle emploi, par exemple, va dire « Ah, mais il y a beaucoup de demandes. » Effectivement, tu vas sur Pôle emploi Store, tu vas voir que accompagnement personnes âgées, c'est un véritable Eldorado. Tu as d'ailleurs une petite critique à faire à propos du terme Pôle emploi Store. Oui, parce que bon... C'est cette manière de mettre de l'anglais dans tout, bon. Mais c'est un marché, Pôle emploi Store. Ça veut dire que l'emploi, c'est un marché, c'est après tout. L'emploi, c'est pas différent qu'une boîte de cassoulet ou d'une conserve quelconque, le tube de pâte dentifrice. Hein. C'est la même chose. Ouais. Bon, on ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il y a dans le tube. Tu as vu marqué dentifrice, tu l'achètes. Point. Bon, c'est pareil. Eh bien, évidemment, il y a toujours des structures qui cherchent du monde parce que les gens ne restent pas. Il y a un turnover absolument considérable. Tout à fait. Et donc, ces gens-là, c'est pour ça que le taux d'activité qui est indiqué dans le document de lycée, bon, le taux d'activité 67% des 15-64 ans. Bon, il y a de cela la nuit des temps. On disait qu'il y avait 90 000 chômeurs en Martinique. Tout simplement parce qu'a priori, à partir d'un certain âge, on est supposé travailler pour vivre jusqu'à la date de départ éventuellement à la retraite. Donc les gens qui, à moins d'être un rentier, mais enfin bon, les rentiers, ils sont pas si nouveaux que ça. Donc normalement, les gens doivent travailler. Alors, si tu vois les rentiers, les gens malades, etc., pour une raison ou pour une autre, bon, tu obtiens une population qui potentiellement devrait travailler. Et qui ne le fait pas. Et donc ça va parce que, tout simplement, parce que les conditions d'emploi sont difficiles. Sont désastreuses. Donc les gens refusent. Et donc ça s'est passé aux États-Unis, en France, où il y a, depuis la pandémie, le confinement, beaucoup de gens qui se préoccupent du contenu de l'emploi qu'on leur propose. Ils ne veulent plus travailler dans n'importe quoi et n'importe comment. Le métier de serveur est complètement déserté. Boulanger, oui, boulanger, il y a plein de tout à fait. métiers décalés, comme ça. À horaires décalés. Philippe,
Est-ce qu'il y a un chiffre qui t'a... Non, mais il y a un chiffre que tu n'as pas donné. Alors, Il me vas-y, semble oui, que tu c'est peux la le vente- prendre, oui. Non, mais je ne me souviens pas, la vente de véhicules. Alors, la vente de véhicules, oui, je l'ai. Alors, les véhicules neufs ont augmenté de 18%, avec une ventilation de 81% du nombre de véhicules pour les carburants classiques, c'est-à-dire essence et gazoil, 15% pour les hybrides et 4% pour les électriques. Donc, mais il y a eu une augmentation du nombre de véhicules de plus de 18%. Et c'est ce qui me semblait, donc je voulais avoir confirmation. Tu sais, en matière de chiffres, je suis nul, j'ai une allergie, n'est-ce pas? Les chiffres, c'est pas ma faute, sauf, n'est-ce pas, pour la gestion, n'est-ce pas, quotidienne. Oui, non, moi, dans tout ça, je reviens à ma marotte, c'est l'inflation qui se poursuit et qui augmente, et qui va atteindre des chiffres considérables. J'entends des dernières interventions sur ce point. Et je pense que là, il y a quelque chose de particulièrement inquiétant, à mon avis. Bon, les autres commentaires, vous le ferez. Michel, qui est économiste, n'est-ce pas, ses commentaires à faire, et je préfère lui laisser la parole. Moi, je ne suis qu'un vulgum pécus en la matière. Non, alors, Béotien. là, nous avons deux documents à commenter. Le premier document, c'est le document sur l'inflation. Bon, l'INSEE publie, donc pour que nos téléspectateurs comprennent, l'INSEE publie chaque mois, fait une enquête chaque mois sur l'évolution des prix. Donc, effectivement, on nous dit que, et ça c'est pas anodin, qu'en un seul mois, le mois de juillet, les prix ont augmenté de 1%. Alors, pour vous donner une idée, il y a 2 ans, l'inflation annuelle Était de 1%. était de 1,5%. Ouais. Bon, donc, que les prix augmentent. Bon, alors, tu as donné le détail. Bon, et 4,9% sur un an. Bon, alors, nous en étions au début de l'année à 2,6% en janvier d'augmentation annuelle des prix en Martinique. Donc Ça s'accélère. ça, voilà. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les chiffres récents là montrent une accélération de l'inflation en Martinique, même si, il faut quand même être honnête, elle est inférieure d'environ 1% au taux d'inflation annuel en France. Alors, nous pensons que... Ouais, c'est 6,1% en France, ouais. Hein? C'est 6,1% en France. Ouais. Exact. Donc, ce qui peut expliquer cela, c'est que il y a des stocks en Martinique et que l'effet de la hausse des prix des matières premières, notamment dans l'alimentation, dans différents secteurs, autrement dit, l'inflation est à venir encore en Martinique. Tout à fait. Voilà ce que... C'est ça. Bon. Alors, la vérité, c'est que, en plus, il y a un chiffre qu'on a commenté la semaine dernière, c'est le fait que le taux de l'euro est arrivé à peu près à parité avec le dollar. Bon, on était à 1,4. Bon. Autrement dit, ça veut dire ceci, c'est que les importations, notamment de pétrole, de gaz, de matières premières, vont encore augmenter. On dit le taux de change de la monnaie va accélérer l'inflation. Bon. Et pourquoi ce taux? C'est la politique des grandes banques centrales qui explique ce décrochage de l'euro par rapport au dollar. Tout simplement, en gros, je résume les choses, on ne va pas rentrer dans trop de détails. En gros, les économistes des pays occidentaux prévoient soit, au mieux, ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire un phénomène de stagnation économique avec une inflation forte, sinon un phénomène de récession. Autrement dit, on revient au discours de Macron la semaine dernière, on a pu dire qu'il noircissait le tableau, mais enfin la réalité, c'est que les organismes officiels de l'Occident, l'OCDE, le FMI, disent qu'il y aura une situation, en gros, en Europe, beaucoup plus difficile économiquement qu'aux États-Unis. Voilà. D'accord, très bien. Et que d'une certaine manière, la guerre en Ukraine et les sanctions russes
ont plus d'impact sur l'économie européenne que sur l'économie américaine. Et l'économie russe. Et l'économie russe, jamais. La Russie n'a gagné autant d'argent dans le pétrole et dans le gaz qu'en ce moment. Bon. Alors, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mais en tout cas, le rapport annuel de l'IEDOM est bien évidemment disponible pour ceux qui s'intéressent. Et puis, autre thème. Et là, on va se retourner vers Carl Paolo, qui a écrit un brûlot, un petit article brûlot, Les élus défendent-ils les intérêts des Martiniquais? Et une illustration, le syndicat martiniquais du traitement et de valorisation des déchets, le SMTVD, est au centre de son analyse, donc pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs ce qu'il s'est passé. En fait, Carl, il a lu en détail le rapport de la Chambre régionale des comptes et il nous a facilité la tâche en nous proposant donc un document d'une douzaine de pages qui est très... qui est accablant et qui révèle beaucoup de dysfonctionnements et donc qui nous permet de toucher du doigt les difficultés de cette institution qui normalement devrait permettre de régler, en tout cas de traiter et de valoriser les déchets de la Martinique. Donc Carl, on va te donner la parole. Alors moi je suis doublement intéressé parce que samedi dernier j'ai passé un sale moment. J'étais invité chez des amis et j'ai été apostrophé en tant qu'élu. Et on me disait, vous les élus. Je l'ai très mal pris parce que je ne conçois pas qu'on puisse généraliser comme ça les élus en me mettant moi, dans le lot. Les élus, les politiques, en me mettant dans le lot, j'essaie de faire les choses le mieux possible. Certainement qu'il y a des choses que je ne réussis pas à faire parfaitement, mais en tout cas, je vous prie de croire que je m'y applique. Et puis deuxièmement, je crois que la majorité des élus est j'ai envie de dire, est honnête. Et un engagement politique, je ne pense pas qu'il se fait pour gagner des cacahuètes ou alors davantage par rapport à l'article que Carl a écrit. Et je sais, pour les avoir vus, que bon nombre d'élus qui sont conseillers municipaux, adjoints au maire des petites communes, sont vraiment payés en des défraiements qui sont vraiment minimes, et pourtant ils s'impliquent énormément dans la vie de leur communauté. Il y a 36 000 communes en France, on n'y pense pas, 36 000 communes, dont 80% sont de très petites communes, et ces personnes se dévouent à une activité politique au sein de leur mairie pour simplement rendre service à leur population. Donc voilà, je voulais préciser ça. Alors Carl, je te donne la parole et puis on va essayer de réagir par rapport aux différents éléments que tu as mis en exergue. Donc je dis qu'il a fait, c'est un terme que j'emprunte à la religion, il a fait l'exégèse du rapport de la Chambre régionale des comptes qui fait près de 80 pages ou plus de 80 pages. Et donc, il y a des choses qu'il faut expliquer. Donc, je souhaiterais que tu nous donnes des explications. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter, nous expliquer ce que c'est que le SMTVD et en quoi on peut expliquer l'augmentation du coût du fonctionnement de cette institution de 22 millions d'euros en 2014 à 32 millions d'euros en 2020. Et as-tu des éclaircissements à nous donner à ce sujet? Il faut te poser la question au président des communautés d'agglo. Parce que, contrairement à ce que tu as dit, d'abord, je n'ai pas fait l'exégèse de rapport de 81 pages, je me suis intéressé plus spécifiquement aux 27 premières pages. 27. Et d'ailleurs, j'ai expliqué que je m'intéressais à ce qui me paraissait avoir une signification politique. Donc le SMTVD, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, prend la suite de ce qu'on appelle le syndicat mixte, le SMITOM de traitement et des déchets, qui réunissait les deux communautés d'agglomération du Nord et du Sud, et c'est devenu un SMTVD quand la CACEM a adhéré à cette structure. Bon, donc il y a les trois communautés d'agglo, Cap-Nord, CACEM et Espace Sud, qui financent par le biais d'une taxe, la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, c'est comme ça,
qui a beaucoup augmenté. J'ai gardé ça pour un prochain article. Beaucoup augmenté. Entre, je sais pas moi, 1998 et aujourd'hui, je peux vous assurer, c'est une explosion. Et donc ça finance ce truc. Donc c'est nous qui payons ça. Voilà. Alors, ce n'est pas. La SMTVD ne m'intéresse pas directement. Il y a des choses anormales, bien évidemment. Moi, je trouve déplaisant que des élus fassent entrer leurs enfants dans des structures de ce genre. Et c'est devenu quelque chose de général. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais je pourrais. Non. Je ne vais pas en donner, mais je pourrais. Et ça ne concerne pas que le SMTVD. Ça concerne toutes les collectivités, CTM comprises. Il y a un truc que j'aurais aimé faire, mais je n'ai pas les moyens de le faire, c'est de prendre la liste des personnels territoriaux ou dans les collectivités, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, et de prendre la liste des élus sur les 30 dernières années. Et puis d'essayer de mettre des relations entre les uns et les autres. Je suis sûr que ça serait particulièrement instructif. Je trouve ça vraiment déplorable. Et je pense que si, parce que tout le monde sait ça, franchement, tout le monde le sait, tout le monde a connaissance de ça et personne ne dit rien. Non seulement les élus le font, et pas seulement des élus qui sont en tête d'affiche, hein. Ça descend assez bas, si on peut me permettre cette expression. Mais des cadres supérieurs des collectivités font ça aussi. Il y a un système qui existe. Alors, ce qui m'a paru, alors il y a ça. Oui, bon. Moi, je ne comprends pas que le nouveau président, la première chose qu'il fait, il se fait acheter une voiture et puis se fait offrir un iPhone 13. Pourquoi je ne sais pas, moi, peut-être qu'il faut demander au recteur à la rentrée de vous donner un iPhone 13. Enfin, on ne va pas comprendre ça là. Franchement, à 77 ans, pour moi, il y a un lait. Parce que, je dis des bagages, hein. Si, ouais, à 77 ans, j'ai l'intention de faire ça, je vais autoriser chaque personne qui voit moi à boire en balle. Ça veut dire que je ne mérite pas de vivre. Non, en fait, tu es un petit peu... Non, je dis ça parce que je trouve ça lamentable. Oui, tu trouves ça lamentable. Mais bon, c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est anormal, c'est que les communautés d'agglo doivent contrôler cet organisme. Cet organisme doit rendre compte de sa gestion aux communautés d'agglo chaque année. Selon le Code général des collectivités territoriales. Cet organisme doit faire un rapport aux usagers pour dire qu'est-ce qu'on fait. Ça a un nom, ce rapport. Lorsque le bureau syndical du SMTVD, plus exactement le comité syndical SMTVD, a donné des délégations au président du SMTVD, l'ancien président, M. Caquet. Celui-ci avait délégation pour contracter des emprunts sans limitation de montant. Moyennant quoi, l'endettement du SMTVD a été multiplié par 4. Très bien. Sans doute que c'était nécessaire. Mais quand on donne une délégation... Non, mais le service qui se dégode... Il me semble que dans les collectivités locales, Cordieu me dira si je me trompe ou pas, la délégation de faire des emprunts à l'exécutif d'une structure comporte des limites. Oui, c'est dans le code, mais écoute... Attends. Je vais finir ma question. Il me semble que quand il y a... C'est comme la présidence de la commission d'appel d'offres. On peut déléguer la présidence de la commission d'appel d'offres à un autre élu, mais à condition de rendre compte à l'assemblée plénière. À chaque plénière de la CTM, Absolument. il y a un compte rendu, Oui, voilà, les marchés publics qui ont été passés dans telles conditions, avec le détail en plus. Hein. Bon, alors, sur cette affaire... Ta question, c'est quoi? Il y a une limite. Dans le code. Le code dit qu'il faut mettre une limite. Mais si les gens qui doivent mettre la limite ne font rien... D'accord, nous sommes d'accord. Ok, on y est. D'accord. Je te donne un exemple qui te touche le plus près. À la CTM, lorsque les élus sont rétribués, sont rémunérés en indemnité, mais cette indemnité suppose qu'on est présent. Oui. Et c'est une obligation de procéder à une diminution de l'indemnité en cas d'absence non justifiée. C'est une obligation. Dans le règlement intérieur de la CTM, c'est une simple possibilité. C'est pas le même terme. Si je te dis que tu es obligé de me donner 10 €, ça veut dire que tu dois t'exécuter. Mais
si je te dis que tu as la possibilité, c'est si tu veux. Tu vois, c'est pas exactement pareil. Tout à fait. Bon, eh bien, voilà. Alors, Ces contrôles doivent avoir lieu et j'arrive pas à comprendre qu'en 6 comment ans, il n'y des a gens, pas eu 2014-2022, en fait 2020, 6 ans pour... Voilà. Comment, sur une période aussi longue, il n'y a eu aucun rapport de fait? Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. J'avais demandé à Cap Nord de me donner la liste de la commission de contrôle financier concernant le marché d'eau potable avec la SME. Un agent, dont je ne donnerai pas le nom, de cet organisme m'a appelé, me disant qu'elle est responsable des affaires juridiques et m'a demandé sur quel article du Code général des collectivités locales je me fondais. Si c'était un article récent. Alors c'est quelque chose qui se passe il y a 2-3 ans. Je lui ai répondu que c'était un article récent, en effet, qui datait de ce siècle. C'est-à-dire qui datait de 2001. Il n'y a pas été au courant. Il n'y a pas été une commission de contrôle financier. Et j'avais demandé, je veux la liste des membres de cette commission, je veux les rapports, je veux lire les rapports, c'est mon droit. On ne fait pas ça. Donc, c'est grave parce que les Martiniquais là-dedans, ils sont quoi là? Ils sont pris pour quoi? Ben, on paye. C'est pas simplement le fait de payer. Je veux dire que si on veut avoir des gens responsables, la responsabilité, ça s'apprend. Ça s'apprend. On apprend à être responsable. Alors, il y a un autre aspect qui t'a un petit peu choqué, c'est la manière dont la plainte a été déposée. Bon, alors, moi j'ai écouté ce que le président a dit. Le président a dit que le SRPJ lui a donné un rapport, et le SRPJ lui a dit qu'il y a eu l'abus de biens sociaux, et que pour me mettre à l'abri, dit-il, et pour mettre à l'abri les élus, il a porté plainte. Et pour mettre à l'abri le contribuable qui paie la taxe d'enlèvement en dehors du ménagère, c'est pas nécessaire. Je ne comprends pas ce genre de truc non plus. En plus, il n'y a pas un rapport de la Chambre régionale des comptes, il y en a 4. Il y a 4 arrêts de la Chambre régionale, 4 fois. Des voitures vendues à prix défiant toute concurrence. Oui, mais bon, mais alors il dit qu'il n'est pas... Il dit si délit il y a, hein, il a une expression, il dit si c'est vrai. Hein, si c'est vrai. Ouais. Bon, alors au moins que la Chambre régionale des comptes est composée de menteurs, c'est possible. Ce sont des magistrats. Bon. Et puis, franchement, moi, lorsqu'il a pris ses fonctions, sur RFO, il a dit que, RFO, je ne sais trop quel journal, il a dit qu'il n'y a pas le papa blanc qui va lui donner des ordres. Il n'a qu'à proclamer l'indépendance. Sauf que c'est le préfet qui a retoqué une prime qui lui avait été attribuée. Mais c'est illégal. Oupani doit faire ça. Tu n'as pas le droit d'être conseiller communautaire et d'être salarié d'une structure qui est contrôlée par le conseil communautaire. Il y a l'article du code électoral que j'ai vérifié naturellement. Non, c'est sûr. Donc c'est tout. Oh, il y a une personne. Il y a une personne la qui prise est illégale LTVD. d'intérêt, je crois. Il y a une personne qui est LTVD. Enfin, c'est de l'autorité publique. David Zobda était assis au SMTVD comme directeur de cabinet. Bon, c'est pas une nouveauté, ça. Hein, bon. Mais il y a une personne qui aujourd'hui collaborateur de cabinet au SMTVD, du temps de Caquin, qui a été maintenu, et qui est conseiller communautaire à Cap-Nord. Je ne donne pas son nom, mais je l'ai son nom. Donc par conséquent, je ne comprends pas tout ça. Et je trouve que, moi ça me dégoûte. J'ai fait de la politique, j'ai travaillé au conseil régional, j'ai fréquenté des élus, il y a des gens honnêtes. Mais si les élus honnêtes ne disent rien, ils vont être de fait complices. Et je vais dire un point. Il y a un argument qu'on me pose, on me dit « Ah mais je ne suis pas au courant ». C'est sûr que si on est sourd et aveugle, on est forcément muet. Forcément. Philippe, tu voulais c'est regarder aux élus honnêtes. Et j'ai envoyé cet article à des gens qui sont adjoints au maire, hein, de petites communes. Oui. Et qui me disent merci, il y a des gens honnêtes. Mais M. Nicolas Mouroz, qui était au SMTVD, c'est quelqu'un du PPM, demandez-lui pourquoi il a démissionné.
Il est proche de vous, il est conseil exécutif. Moi, je dis, pour qui ça, il démissionnait du SMTVD. C'est un élu honnête. Je dis, c'est un élu honnête. Il a dit, il rentre pas dans ce machin-là. Il dit les pieds. Très tôt. Tu voulais réagir, Philippe? Oui, mais Karl, tu avais donné des exemples de fonctionnement qui étaient extrêmement intéressants. Là, tu nous as fait un tableau général. Mais oui, mais là, ça peut être pris comme... non, mais de toute façon, c'est un article qui va circuler. Oui, mais il y avait... Moi, j'avais relevé des... Tu parles de quoi? Oui, mais... Le temps durant lequel il n'y a pas eu de contrôle. Eh bien oui, c'est 6 ans. 6 ans. La Chambre de journal des comptes dit que des contrôles doivent être faits, il y a un rapport qui doit être fait chaque année, et que sur la période du contrôle 2014-2020, elle n'en a pas vu un seul. Et il y a eu l'intervention du préfet à de multiples reprises. Alors, le préfet avait déjà pointé, alors ça se passe en 2020, nous sommes en août 2020, oui. Mais avant le mois d'août 2020, le préfet, c'était M. Cazel, Stanislas Cazel, avait pointé la gestion financière de cet organisme. Et il a fait quelque chose que les préfets font rarement, à l'occasion du renouvellement de la présidence et du bureau du SMTVD. Il a dit qu'il fallait choisir la bonne personne. Et ça va loin, là. La bonne personne. Ce qu'il a dit. Oh là. Eh bien, il a dit ça, et peu de temps, quelques jours après, le jour de l'élection, M. Kakin, qui a vu son mandat de président renouvelé à l'unanimité. Alors moi, je parle en tant qu'élu, qui participe au congrès des élus, etc. Moi, ce qui m'embête, c'est, et Valérie, je vais te demander de réagir dessus, comment accréditer l'idée, devant cet exemple-là, comment accréditer l'idée de vouloir plus de pouvoir localement quand on a ce genre de dérapage-là. Parce que non, mais c'est ça, nous travaillons très sérieusement, et nous sommes investis pleinement à la tâche. Je vais vous faire un petit topo tout à l'heure de ce qui s'organise à la CTM, enfin dans la commission diagnostic. Et moi, quand je vois ce rapport-là, enfin, il me fait de la peine. Et je ne suis pas découragé, mais vraiment j'ai l'impression d'avoir un panier et que je charroie de l'eau dedans. Juste un mot. Oui. Ce n'est pas la première fois. J'ai donné j'ai cité de mémoire, en Martinique, la Semer, le Six. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes. C'est pas une exception. C'est ça la difficulté. Oui, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, Charles, parce que dans la population, quelles sont les idées qui se développent? Tout simplement, à chaque fois qu'il y a des compétences qui sont propres, on ne sait pas faire. SMTVD, regardez ce qui se passe, le transport, regardez ce qui se passe. À chaque fois qu'on a des compétences, on ne sait pas faire, mais on veut d'autres compétences. Malheureusement, ce n'est pas comme ça, à mon sens, qu'il faudrait véritablement réagir, mais en fait, dans l'affaire du SMTVD qui nous inquiète là, ce qui me gêne, moi, c'est l'absence de suivi, quoi. C'est ça aussi que met en avant Karl dans son article. Il me semble que les élus, ils ont l'obligation de s'assurer que la mission a été menée à bien. Ils font quoi, en fait? C'est quand même gênant aussi. Et ce qui me gêne, mais d'autant plus, c'est cette omerta aussi que tu décris très bien dans ton article. À un moment, c'est trop facile de dire qu'on ne savait pas. C'est trop facile. Et Nicaise Moroz, il savait, donc. Il est parti, mais a-t-il dit précisément? Il a précisé que donc, ça n'avait rien à voir. Enfin, bon. La chose est que c'est très compliqué tout ça. C'est très compliqué derrière. Et on se dit, moi, je considère que, en tant que citoyenne, qu'il y a des élus voyous. Et que ces élus voyous doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Par contre, je te rejoins totalement. J'en ai marre qu'on jette l'anathème sur l'ensemble des élus. Ce n'est pas vrai. L'ensemble des élus ne sont pas des voyous. La plupart des élus sont des gens honnêtes, qui travaillent, qui font ce qu'ils ont à faire pour le bien de la population. Oui, des fois, on leur reproche de ne pas travailler assez aussi. Mais c'est aussi parce que des fois, on ne voit pas véritablement ce qu'ils font. Il y a certainement des problèmes de communication, etc. On ne peut pas dire que parce que celui-là est voyou, tous les élus sont voyous. Ça, c'est vraiment la démonstration pour les cons. Désolée de le penser, je ne le pense pas. Il y a des gens très bien, et la majorité, il y a quelques affaires, partout.
Et partout dans le monde, il y a des affaires. Et puis c'est pas seulement chez les élus qu'il y a des affaires. Hein. Ouais. Il y a des affaires partout, il y a des banquiers, il y a des assureurs, enfin partout il y a des affaires. Et il y a des gens qui ne font pas leur travail et qui sont des voyous. Mais par contre, en tant que citoyenne, parce que là c'est de l'argent public aussi, et c'est notre argent, je considère qu'il faut que ces choses-là soient dites, mais il faut que la justice s'en empare. Parce que si la justice ne s'en empare pas et que les gens ne sont pas condamnés, eh ben justement, on va continuer à dire, eh ben de toutes les façons, ils sont protégés, etc., etc., etc. Alors Philippe, avant que tu ne réagisses, moi, en fait, je n'ai pas voulu pratiquer le faux fuyant. C'est-à-dire que quand Emmanuel Gagne et la directrice m'ont proposé ce thème-là, je ne me voyais pas leur dire non, je ne veux pas en parler, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de ne pas vouloir en parler. C'est sur la place publique, il faut en parler, il faut que les citoyens soient informés, parce que ça va provoquer une désaffection de l'électeur vis-à-vis des périodes, enfin des moments importants de la vie démocratique. Et donc, je voulais t'entendre réagir dessus. Oui, mais je partage totalement ton avis. Il faut poser le problème, et Karl a posé le problème dans sa densité, dans sa globalité, dans sa particularité. Alors, les réactions que j'ai, c'est que véritablement, ça fait mal de voir cette situation. Moi, je vais prendre une formule usée, j'ai mal à la Martinique lorsque je vois ça. Alors que nous sommes dans la réflexion, n'est-ce pas, d'une évolution de notre situation, un regard nouveau à jeter sur nous-mêmes, n'est-ce pas. Et nous apercevons, n'est-ce pas, que nous-mêmes ne faisons pas grand-chose pour apparaître de façon différente. Et une image pareille, dans ce contexte-là, nous fait énormément de mal. Effectivement, alors l'argument est simple, effectivement, vous demandez des pouvoirs supplémentaires et vous avez regardé les quelques pouvoirs que vous avez, regardez ce que vous en faites. C'est lamentable. Mais effectivement, ce ne sont pas tous les élus ce sont quelques élus qui sont là. Je ne peux pas les compter, bien sûr, mais j'en connais autour de nous, n'est-ce pas, qui sont des gens honnêtes et qui assument leur compte. Alors, je vais globaliser en disant que je reprends un thème de quelqu'un d'autre. Nous sommes peut-être, nous allons vers l'inaptocratie, l'inaptitude A. Ok? Alors, c'est de plus, comment dirais-je, on va dans cette direction. Et pour moi, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a, à mon avis, un problème d'éducation au sens large. Des valeurs qui devraient nous être transmises. Tu as parlé de népotisme, ok. C'est un problème d'éthique. D'abord, un problème d'éthique. Explique ce que c'est le népotisme. Le népotisme, c'est le fait de recruter ses parents, n'est-ce pas? Voilà. Ses parents ou autres proches. Ou autres proches. Oui. Nous sommes d'accord, ok. Voilà. Alors, et puis, il y a aussi le problème d'instruction. Il y a l'éducation et puis il y a l'instruction, c'est-à-dire la connaissance. Il faut que les élus qui ont ces responsabilités ou des responsabilités aient la compétence qu'il faut. Alors je sais qu'il y a des centres de formation, mais cela est absolument nécessaire. Et puis, il y a un troisième élément que je vais appeler légalement, c'est le sérieux souci de l'économie de l'effort. Ok ? Vous avez des compétences, vous avez des obligations, vous devez contrôler, mais vous ne le faites pas. Ok ? Et je prends toujours cet exemple. Lorsque vous avez ces responsabilités, il faut que vous fassiez attention à votre organisation, à vous et aux autres. Et il faut être vigilant. Je vous ai déjà pris cet exemple. J'étais président de l'université. Les droits d'inscription, il faut qu'on les perçoive à la Martinique alors qu'ils sont perçus exclusivement en Guadeloupe. Il faut ouvrir un compte. Ok ? Et donc, on ouvre compte. Et puis lorsque je regarde je travaille toujours d'ailleurs, et je regarde tous mes documents. Et au nom de qui on ouvre le compte ? Philippe Saint-Cyr, président de l'université des Antilles de la Guyane. Ok, d'accord ? Alors que ça doit être ouvert au nom de l'agent comptable. Donc je veux dire, il faut non seulement travailler, mais avoir la possibilité de réagir. Et je trouve là, le vieux Martiniquais que je suis, je souffre lorsque je vois de pareilles situations. Mais vraiment, je souffre parce que les gens de l'autre côté de l'outre-Atlantique, ils vont pas se gêner pour mettre ça, n'est-ce pas, en exergue. Et essayer une fois de plus
à nous minorer et à nous humilier. Voilà. Alors, Michel, Bon, moi je dis la chose suivante, c'est que dans toute démocratie, il y a des pouvoirs de contrôle. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'on a plus de compétences qu'il n'y aura pas de contrôle. La Nouvelle-Calédonie a une très large autonomie. Le haut-commissaire exerce le contrôle de l'égalité de la même manière qu'il y a un contrôle de l'égalité en Polynésie. Par conséquent, chacun doit exercer ce pourquoi il exerce. Par contre, bon, je ne confonds pas l'incompétence qui peut exister et la corruption. Mais oui, la corruption. C'est deux choses distinctes. Bon. Alors, tu as parlé de formation. Bon, quelqu'un est compétent, eh bien, la sanction, c'est le suffrage universel. Il ne fait pas. C'est là que le citoyen doit exercer aussi son contrôle. Bon, vous élisez les gens qui promettent de faire des choses. Il y a souvent des choses qu'ils ne peuvent pas faire d'ailleurs. ou qui ne sont pas dans leurs attributions. Ou qui ne sont pas dans leurs attributions. Tu sais de quoi tu parles, Michel. Nous avons vécu 6 mois. Moi, j'ai souffert, moi aussi. Tu parlais de souffrance. Ah oui. Moi, j'ai vécu 6 mois où j'ai entendu des gens promettre, dire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais l'année dernière, pareil. L'année dernière, pour les élections, la collectivité territoriale. Bien. Alors, mais oui. Alors, dans tous les camps. Cela dit, le citoyen est censé connaître les compétences des différents étages du pouvoir public. Qu'est-ce que fait un président de la République? Qu'est-ce que fait l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que fait le Sénat, etc. Et ici, à Martinique, la collectivité territoriale, les EPCI, les communautés de communes et les maires. Bon, en réalité, nous savons très bien que depuis la décentralisation, ces différents étages sont mal perçus par les citoyens. Ou même ignorés. Ils sont même ignorés. Bon, par conséquent, je reviens à l'histoire de la compétence. La compétence. Il y a des élus compétents, mais ils doivent être sanctionnés par le suffrage universel. Et puis c'est tout. Bon. Et puis la corruption. Alors, la corruption, et c'est là qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Bon. D'accord. C'est là on a vu des élus convaincus de corruption être sanctionnés par la justice, être élus triomphalement, en se victimisant. Brillamment. En se victimisant. Tout à fait. OK? Bon, par exemple, l'utilisation d'une espèce, j'appelle ça le pseudo-nationalisme. Dans le document de Karl, il y a un élu, je crois que c'est le président, qui dit « Je ne vais pas me laisser dicter ma conduite par le papa blanc », faisant référence précisément aux observations du préfet Cazel. Le préfet Cazel était parfaitement dans ses fonctions. Il a débordé un petit peu en disant il faut élire la bonne personne. Mais c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça. Il faut faut pas élire à la fois un incompétent et un corrompu. C'est ça que ça voulait dire. Alors, Karl, tu fais le dernier roman, on va passer à... Moi, je veux bien. Hein, je sais qu'il y a une phrase qui dit on a les élus qu'on mérite, donc par conséquent, tant pis pour le lecteur, tant pis pour le citoyen qui choisit mal. Mais bon, il se trouve que quand il fait ce choix, il n'a pas les éléments. Quand le bureau syndical augmente ses indemnités de 75% pour les vice-présidents et de 55%, alors qu'il y a un déficit. Pour qui? 55% pour qui? Pour le président, 75% pour les vice-présidents. Ce n'est pas illégal, non? Je n'ai pas mis le montant, mais je peux vous le donner. Non. Il est en Ce n'est pas illégal. Oui. Non, parce que le périmètre de l'USMTVD, c'est toute la Martinique. Ce n'était pas calculé. Donc ce n'est pas illégal? Ce n'est pas illégal. Mais moi, je me souviens d'Émile Capgras venant d'être élu président du conseil régional, à qui on proposait d'acheter un véhicule de fonction. Je lui dis, mais non, la région est en déficit, je ne te vois pas circulant dans un véhicule neuf. Alors il y a une 505 Peugeot que Camille Dancy utilisait,
Je ne vois pas ce qu'elle a. Elle a 4 roues. Elle n'est pas rouillée, elle a un moteur. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter un autre véhicule. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit comment, c'est inadmissible, je suis président, il faut bien que ça se voit. Ce n'est pas illégal. Et puis ce que je dénonce, c'est l'entre-soi. C'est ça le problème. Vous, il ne faut pas faire comme si il y a d'un côté le préfet, mais non, sans côté que l'État. Si l'État devait sanctionner, je pense que l'État ne le fait pas parce qu'il ne veut pas le faire. Sinon, dans un tas d'affaires qui ont Notamment à l'université. bon, je voulais pas. Bon, Oui, merci. rien pas qu'à faire. L'État ne le fait pas parce que sans doute, on ne veut pas remuer tout ça. Mais il y a l'entre-soi des élus. Armand Nicolas, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans, je l'ai cité, je l'ai dit en note de bas de page, me disait souvent, c'est passe-moi la rhubarbe, je te passe le CD. Je ne connaissais pas cette expression. C'est lui qui l'utilisait. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Ça fonctionne de cette manière-là. Bon. Surtout que les élus en question sont souvent des élus depuis longtemps. Il y a le président de CMTV, je me souviens qu'il a été élu la première fois, en tout cas à la région, en 1986, dans les rangs de la droite. Nous sommes en 2022. En 2026, ça va faire 40 ans. Quand vous avez une carrière politique comme ça crée des liens. Et donc, il y a un échange de bons procédés. Et puis après, bon, moi, la djeba, ou qu'à la djeba, moi. Bon. C'est tout. En tout cas, Et c'est ça le problème. on a tenu notre rôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas esquivé le débat. Merci beaucoup pour vos observations. Merci, Carl, pour ton travail d'investigation. Et ce que je souhaiterais dire aussi, c'est que, de toutes les façons, si c'est faux, eh bien, il y aura un procès qui sera fait et diligenté contre la personne qui a rédigé le document en question. Donc tu es prêt? Comme j'ai cité mes sources, et Oui. que ma source principale, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes, Donc tu es je seul. suis, on ne peut plus tranquille. tu es Et je seul. souhaite, Tu es couvert. Tu es seul. je souhaite qu'on le fasse. C'est seul. Alors là, parce que j'ai autre chose à dire que je pourrais dire. Bien. Alors, nous, autre thème, parce que le temps passe, il ne nous reste pas longtemps. Total Énergie renonce à appliquer sa remise de 20 centimes à la pompe aux Antilles françaises. Le pétrolier n'a pas trouvé d'accord avec les acteurs de la filière. Alors, ça a été dit comme ça. Juste une minute par personne, parce que j'ai quelques informations à donner. Donc, vous réagissez, mais J'ai des informations. oui, j'ai des informations, Donnez. moi je les donne. Alors, dans les informations qui m'ont été données, il y a une structure de prix qui impose un plafond, un maximum en Martinique, et c'est systématiquement ce prix plafond-là qui est choisi par les distributeurs pour vendre l'essence. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a un réseau de distribution qui existe, et d'ailleurs qui est organisé dans un groupement de professionnels du pétrole, un GPP, c'est-à-dire un syndicat. Et il faut savoir que la marge des pétroliers se fait surtout dans les boutiques, avec des chips, avec des glaçons, cacahuètes, etc. Ils ne gagnent pas énormément avec l'essence, ça n'est de l'ordre que de 2 centimes. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le prix maximum, c'est par le préfet, et le prix de vente choisi. Alors, là, pour le coup, je vais vous dire, Total Énergie, Ruby Vito, Sol ou bien Compagnie Antillaise de pétrole, ils s'entendent entre eux pour vendre le prix légalement, bien évidemment, et plafonné par le préfet. Et concernant l'indication qui a été donnée, ce n'est pas faux, parce que il serait, alors là je mets un conditionnel, ce serait le ministre Carinco, personnellement, qui aurait demandé à Total de ne pas pratiquer cette ristourne-là parce que ses concurrents seraient incapables de s'aligner. Comme Total a une envergure beaucoup plus importante et qu'il est présent un petit peu partout en France et dans le monde, et que les distributeurs concurrents ont une voilure plus limitée, il semblerait, je dis bien il semblerait, que ce soit le ministre lui-même qui a demandé à ce que cette ristourne ne soit pas appliquée en sorte de concurrence déloyale. Voilà ce que j'avais à dire. Donc si vous voulez réagir, alors bon, bien évidemment susceptible de vérification, mais je pense ma source assez fiable.
Voilà, oui. Juste, oui, mais je te suis totalement parce que j'ai regardé de près effectivement les arguments invoqués. Le prix administré. Oui, ok. Tout à fait. D'autre part, n'est-ce pas, il faut un accord global, car s'il n'y a pas un accord global, je cite ce qui a été dit, il y aurait un danger au niveau de l'équilibre social. Eh bien voilà. C'est ce qui est avancé. Alors peut-être que Michel, le grand spécialiste de ces questions... Il va nuancer. Oui, il va nuancer. Alors, il y a des informations que tu as données que je n'ai pas. Oui. Et en gros, le cadre est relativement simple. Effectivement, la puissance économique de Total fait qu'il peut supporter la ristourne de 20 centimes. Bon, grosso modo, dans la distribution en Martinique, en Guadeloupe, Total représente 50% de la distribution. OK? Bon. Alors, le problème, c'est que s'il accorde 20 centimes, le risque, c'est de voir les consommateurs aller dans les stations Total. C'est ça. Oui, bien Voilà. sûr. Bon. Et c'est là qu'interviennent. Et les concurrents que tu as cités disent, nous, on n'a pas la capacité de suivre. Tout à fait. OK? Mais il y a un troisième acteur. C'est qu'on a mis en avant aussi on parle de social. On a mis en avant les pompistes. C'est ça. C'est-à-dire... Ça, les chiffres, ils sont combien à peu près? 500, 600? Bon, en gros, on peut dire que de l'ordre de 800 à 900. D'accord. C'est un problème social très, très spécifique. Quand on raisonne, quand on compare avec la France, bon, il n'y a pas d'une manière générale, il n'y a pas de pompistes, hein, attention. Hein. Puis oui, ça, c'est un petit peu Bon, problème. c'est un système. C'est pourquoi le système. Bien sûr. Quand tu dis que le système, les marges qui sont données, en gros, la marge de distribution à l'heure actuelle, pour les stations-service, c'est de 14 centimes par litre. Et elle est de 6 à 7 centimes en ce qui concerne la marge de gros. Ce serait très difficile de ne pas appliquer les prix administrés. Parce que bon, si on peut diminuer, à ce moment-là, on licencie. On licencie. C'est tout. Donc, dans la marge de distribution de 14 centimes par litre au niveau des stations-service, on peut considérer que sur les 14 centimes, il y a 9 centimes qui rémunèrent les pompistes. Et les pompistes sont payés à un autre prix. Très bas. Très bas. D'accord. Très bas. Bon, donc, effectivement, pour que la ristourne de 20 centimes s'applique sur l'ensemble des réseaux, il aurait fallu un accord. Alors, logiquement, c'est l'État qui aurait dû présider à un accord entre les différentes compagnies. Parce que Ruby est quand même une compagnie internationale qui a d'ailleurs à l'heure actuelle qui a remplacé Total dans la majorité du capital. Pas canadien? Non, Suisse. Suisse. Ah oui, Suisse. Suisse. Bon, Repsol, c'est une compagnie, c'est un géant de la distribution espagnole qui domine la distribution dans les pays de la Caraïbe, notamment à Trinidad. Et c'est Exxon. Exxon. Bon. Donc, ils sont au moins aussi puissants que Total. Mais pas localement. Pas localement, mais Voilà, oui, puissant extérieur. Oui. mais bien sûr. Ah, c'est pour ça qu'à mon avis, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'Outre-mer avaient les moyens d'imposer les 20 centimes à tout le monde. D'accord. Carl, tu veux réagir dessus? Alors, il faut prendre la genèse, hein, Oui. parce qu'on a l'impression que c'est 20 centimes, après tout. C'est quoi 20 centimes? C'est rien du tout, 20 centimes. Mais c'est pas un litre. C'est ça. Combien de litres il y a dans la voiture? On n'achète pas. Tu achètes un litre d'essence dans ton briquet, peut-être. Bon. Total a fait, en 2021, 16 milliards de dollars, c'est-à-dire 13,6 milliards d'euros de bénéfices. De profit. Bénéfice net. Net, hein? Net. Après impôt. Bien.
au deuxième trimestre 2021. Non, pardon, au deuxième trimestre 2022, il est à 5,7 milliards de dollars contre 2,2 au deuxième trimestre de l'année précédente. Donc il gagne davantage d'argent cette année. Donc, ce qui s'est passé pour Total, c'est passé pour les autres. Exact. Donc, moi, je trouve ça, franchement, savoureux. Et j'ai une solution que j'applique à moi, qui est une solution individuelle. Comme je n'ai pas qu'à dépenser l'essence, je n'ai pas qu'à rouler. Et puis c'est tout. Je me gare. Je ne me déplace pas. J'ai décidé que je fais 100 euros d'essence par mois, et bien je le fais qu'à 100 euros. Et s'il ne m'en peut pas déplacer, eh bien m'arrête de mourir. Tu as les moyens de rester chez toi. Mais au-delà c'est une De ta boutade. boutade, mais oui, oui, oui. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les compagnies pétrolières ont engrangé des sommes absolument considérables, alors qu'on nous expliquait, oui, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui fait ça. C'est parce qu'il y a de la spéculation. Exact. Et puis, c'est pas d'autre nom. Quand on me parle de rubis, merci d'avoir dit de qui il s'agissait, parce que je me suis renseigné depuis. Je te donne une partie de... Tu sais que dans Ruby, il y a le groupe Dassault, famille Dassault, qui est actionnaire. Est-ce que tu sais que BlackRock, le fameux formation BlackRock américain est dedans? Ok. Ça, c'est quelques exemples dans l'actionnariat de Ruby. Donc, il se trouve que chaque fois qu'il y a un truc de ce genre, on brandit le sort des pompistes, qui de toute façon, eux, n'ont que le salaire minimum. Le SMIC veut dire salaire minimum, c'est pas, le M ne veut pas dire maximum, il veut dire minimum. Par contre, quand c'est les profits des compagnies pétrolières, c'est toujours le profit maximum. Il y a toujours le même M, mais c'est maximum. Alors je trouve ça, alors, c'est une question que je me pose déjà depuis quelque temps. Et je sentais bien venir ce problème-là. La préfet a bien dit que le prix qu'il indique, c'est un prix maximum. Ce qui veut dire qu'on est libre de mettre moins. Ah oui, tout à fait. Bon, très bien. Alors, de temps en temps, on vitupère contre le fait qu'il n'y a pas de concurrence. C'est ce qui explique que les quelques sociétés qui interviennent dans la grande distribution s'entendent et font ce qu'ils veulent, ou dans le domaine de la téléphonie mobile. Et puis, de temps en temps, quand il pourrait y avoir une concurrence sur les points, on dit, mais non, surtout pas, ça va poser problème. Donc, ici, on est les grands spécialistes de dire une chose aujourd'hui et dire exactement le contraire le lendemain. Alors moi, je trouve ça assez savoureux. Bon, je me demande ce que la CTM en pense. Je m'attendais à une déclaration du PCE, franchement, parce qu'après les réunions qui ont eu lieu sur la question de l'inflation des prix, moi je m'attendais à ce que M. Letchimi ou M. Ventadou viennent à la télé pour faire part au moins de son émoi, en disant mais je n'ai pas de moyens pour agir, et justement c'est pour ça que je demande plus de compétences. Non, je n'ai entendu personne. Hein. Ils vont répondre. Ah, ils vont répondre. Oui. Et dis-leur de ne pas répondre trop tard. En Bien. tout cas, je trouve ça. Là, pour moi, c'est la même chose sur SMTVD. Ça me dégoûte. C'est la même chose pour moi. J'ai la même réaction. Comme quoi, le programme d'aujourd'hui, il est dégoûtant. Bon, on va passer au lycée Schellcher. Juste une minute, puisqu'il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Il y en a encore 4 thèmes à aborder. Alors Valérie, je vais te laisser le soin et le privilège de nous présenter ton établissement. Et puis, alors très rapidement, quelques chiffres. 63 millions d'euros pour le bâtiment, mais environ 82 millions d'euros 82 à 83 millions d'euros pour tout. Il y a eu 4 présidences, 2 présidences Letchimi, 2 présidences Marie-Jeanne, 4 proviseurs. Et l'architecte Gustavo Torres m'a dit que ce n'était pas évident de Il a collaborer. parlé de projets de vieux de 15 ans. Voilà. Et puis, c'est un concours entre 3 cabinets d'architecture et c'est lui qui a remporté. C'est lui qui l'a remporté. Donc, je te laisse présenter le bâtiment. Oui, bon, moi, je ne vais pas présenter plutôt l'aspect communauté scolaire, quoi. On a beaucoup souffert. C'est clair qu'en 2015, ça a été... En 2016, quand on a appris
les conditions dans lesquelles on voulait nous déménager ou supprimer le lycée, moi je n'en sais plus trop grand-chose. Ça a été extrêmement dur. Vraiment, je crois véritablement, et je le dis assez souvent, c'est le combat le plus difficile que j'ai eu à mener, le combat syndical le plus difficile. Et pourtant, on en a mené des combats. Hein. Il y a eu les contrats aidés, il y a eu les retraites, il y a eu des choses très difficiles. Mais le lycée Schellcher, ça a été le plus dur. Tous les jours, on apprenait quelque chose par la presse. Tous les jours, on était maltraités. Tous les jours. Enfin bon, j'ai trouvé ça affreux, vraiment, ce combat-là. Et on est particulièrement content aujourd'hui que les choses soient faites et avancées et qu'on soit de retour chez nous, parce que c'est vrai que ça a été difficile aussi, le déménagement à Bellevue et à Gaillard, ça a été extrêmement difficile, les conditions de travail étaient extrêmement difficiles. Là, aujourd'hui, on est chez nous, on est content, on a un super beau lycée, c'est vrai, on a un super beau lycée. Il est immense, il y a cette impression de gigantisme, hein. Par contre, ça fait presque peur. Mais vraiment, on voit la communauté avec le sourire, parce qu'on découvre notre établissement pour certains d'entre nous, même si nous, responsables syndicaux, on a visité plusieurs fois, etc. Mais on est vraiment ravis d'être dans nos murs. Et puis, on espère vraiment que les choses vont s'accélérer, parce qu'il y a encore des petites choses, naturellement. Hein. C'est normal, quand on arrive dans un nouveau local, ben, naturellement, il y a des petites malfaçons, il y a des choses à améliorer, etc. Ça, c'est normal, comme quand on achète son appart, quand on achète sa maison, il y a des malfaçons, c'est normal. Ça va rentrer dans l'ordre. Donc, ça va rentrer dans l'ordre. Et puis, on va à l'usage, voir comment on utilise le bâtiment, mais aussi toute la technologie nouvelle qui a été mise à notre disposition, avec le Wi-Fi partout, avec des tableaux blancs, des tableaux numériques. Enfin bon, on espère vraiment qu'on pourra utiliser tout ce matériel, parce qu'il s'agit aussi d'utiliser, mais il s'agit aussi de s'inquiéter du financement des réparations, etc. Parce que souvent, on met plein de choses extraordinaires au début, et puis on ne s'inquiète pas du quotidien, parce que ça du suivi et de la vétusté, de la maintenance. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Merci Michel. Mais on est vraiment ravis d'être là, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, juste une petite précision. Les petits bâtiments qui étaient à l'époque des salles de classe, c'est devenu l'administration. Et puis les grands bâtiments à l'arrière, c'est pour les salles de cours. Mais vraiment, et puis il y a une rue centrale. J'ai visité ça avec le CHSCT et c'était vraiment bien. Ce qui plaît aux anciens du lycée Schellcher, c'est les bâtiments qui sont classés devant et qui sont les vrais anciens bâtiments du lycée Schellcher qui nous permettent de nous souvenir de notre établissement. C'est ça aussi qui nous plaît, le fait qu'il y ait cette opposition entre l'ancien, le moderne et tout. Alors, très très peu de temps, on va maintenant parler en tant que vieux, j'ai fait toutes mes classes, n'est-ce pas? J'ai doublé ma maternelle et je suis arrivé au bac. Je trouve que ce monument, c'est vraiment un monument d'architecture fantastique. Véritablement, il y a la sécurité, il y a la modernité et puis il y a la patrimonialité. Exactement. Parce que ce qu'il faut remarquer dans le détail, c'est que les anciens s'y retrouvent. Excusez-moi, moi je vois l'horloge. Quand on voit devant, voilà. Je me retrouve devant l'horloge. Je regarde les bâtiments tels qu'ils sont disposés. Mais je vois les bâtiments, je vois le père Calonne me frapper à l'époque. Non, mais il y a les deux, il y a une alliance phénoménale. Et déjà, le premier bâtiment était un exemple, n'est-ce pas, architectural dans la Caraïbe. Tout à fait. Et là, c'est une réussite au niveau architectural. On est ravis. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, hein. Oui. Mais moi, je trouve ça de toute façon, on est moins c'est pas. tout. Je voulais le dire en tant qu'ancien. Attends, juste Carl, une minute, Michel, une minute, sinon. Carl, une minute, t'es sûr? Oui, une minute. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé à la presse. Oui. J'ai fait au moins 2 articles. J'espère que dans les coûts de fonctionnement, on va intégrer les 40 millions qu'il faudra tous les ans pour chasser les tourterelles qui sont au-dessus de la verrière. Oui. Moi, c'est un bâtiment qui a été fait. Ce matin, on nous a expliqué. Sans qu'on tienne compte, laisse-moi terminer, ce qu'ils allaient faire. du coût de fonctionnement. Et ça va coûter bonbon. Moi, je veux bien qu'on fasse des bâtiments superbes à Fort-de-France. Le problème, c'est que la CTM n'est pas responsable que de son établissement scolaire. Alors, j'écrivais en 2016, d'accord? Le 10 mars 2016. Ce projet évalué à 60 millions d'euros au stade des études et sans doute entre 70 et 80 millions d'euros, non compris l'hôpital Transit, le lycée Transit, ex-hôpital Victor Fouche. Bon, eh bien, comment la collectivité territoriale peut-elle se permettre de consacrer un seul lycée autant de moyens financiers quand beaucoup d'autres
collèges et lycées, parsemés de conteneurs aménagés en salle de classe, mériteraient de très sérieux efforts. Premier argument. On a tout mis là. Deuxième argument. Moi, j'ai calculé, j'ai regardé le bassin de recrutement. On n'a pas d'élèves pour alimenter 3 lycées sur Fort-de-France. Donc, je vous annonce que dans les 10 ans qui viennent, il y aura un lycée qui va fermer. J'ai fait le calcul. Un lycée qui va fermer. Un lycée qui va fermer. J'ai fait le calcul. Parce qu'un lycée, on commence les classes de seconde. Hein? On met des classes de seconde d'abord. Or, aujourd'hui, les élèves de 3e sont, quand on prend tous les collèges de l'agglomération, ils sont très exactement 1000. Et ça doit alimenter les 3 lycées. Lycée Chelcher, lycée Joseph Gaillard, lycée Bellevue, plus les lycées professionnels. Bon. Ce n'est pas possible. D'accord. Il y a... Alors, Attends. Bon. J'aurais aimé Donc, c'est 3 minutes. alors, à l'époque, j'avais fait une proposition. Bon, mais évidemment, cette proposition, j'ai rencontré, c'était Daniel Marissette qui était là-dedans. Il m'a dit, oui, mais c'est ça nous intéresse, c'est ça qu'on va faire. J'avais dit, mais il faut faire... Si vous voulez... Puisque vous voulez dépenser de l'argent, faites un lycée dédié à l'enseignement post-bac, jusqu'à la licence pro. Non, c'est pas ce qu'on fait. En tout cas, il est antisismique, anticyclonique, Oui, et on met les gens en sécurité. Il ne faut pas oublier non plus de le dire. Les gens qui sont au lycée de Trinité viendront au lycée Chelcher où sont protégés en cas de tourmenté. il nous reste 3 minutes vraiment. Alors bon, le congrès des élus, on ne va pas le faire. Le géant Gazprom a annoncé ce mardi 30 août qu'il allait suspendre entièrement ses livraisons de gaz au groupe français Engie à partir de jeudi du fait du non-paiement. Suspendre. Oui, du fait du non-paiement par ce De dernier. facture, oui. Voilà. De l'intégralité des livraisons effectuées en juillet. Ouais. Alors, un petit commentaire, 30 secondes par Non, mais personne. on leur a dit de payer en rouble. Et ils ne veulent pas payer en rouble. Donc Donc- ils n'ont plus de gaz, point. Donc, ils ont mais suspendu. je ne comprends pas. Les Européens n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas du gaz ruissant. Mais ça devrait les arranger. En principe. On leur donne plus. Je crois que le président était en Algérie. Ils ont tu sais que l'Algérie a demandé à rentrer parmi les BRICS. Ah non, je ne savais Ah, pas. tu savais pas, putain, hein? Ça Michel, Non, mais je crois que Carl a dit l'essentiel. Bon. Et en réalité, ça aboutit à la domination de l'Europe par les États-Unis en ce qui concerne la fourniture de gaz GPL. Et c'est tout. bon, très bien. Et puis, alors, néanmoins, 30 secondes. Ça montre bien la reconfiguration des rapports de force internationaux Absolument. Absolument. et que les Occidentaux, y compris les États-Unis, qui croyaient qu'ils allaient dominer le monde, et bien non. L'Inde achète du gaz, La Chine. la Chine, les pays africains. On est en train de construire des oléoducs. La Bulgarie Oui, a dit qu'elle va payer en rouble. tout à fait. Bon, autrement dit, comme on dit vulgairement, l'Europe s'est tiré une balle dans le pied. Ou peut-être ailleurs. Alors, je clôt ce thème-là. Dernier thème, vraiment 30 secondes par personne. Et je donne la parole au professeur d'histoire-géographie. Moi, je vais poser la question de manière un petit peu polémique. Héros ou traître? Héros parce qu'il a ouvert la démocratie, ou traître parce qu'il a fait tomber l'URSS. Alors la perestroïka et la glasnost, et puis finalement il C'est-à-dire a que c'est achevé. exactement ça. Et puis il a achevé l'affrontement de la guerre froide. Qu'est-ce que tu en penses? Juste 30 secondes par personne. Juste 30 secondes, je pense naturellement à mon professeur d'histoire du lycée Chelcher, Monsieur Mousnier, quand on parlait de perestroïka, de glasnost, etc. Puis on voit de toute façon la différence des éloges entre l'Est et l'Ouest vis-à-vis de la mort de Gorbatchev. Poutine a annoncé qu'il n'assistera pas aux obsèques parce qu'il a déjà un calendrier. Donc on voit aussi la position de l'Est par rapport à celui qui est considéré, qui est très controversé Voilà. en URSS, en ex-URSS, En Russie. Russie, oui, ex-URSS. Donc vraiment, c'est la mort d'un grand, c'est évident, c'est la mort d'un grand. Dont on n'entendait pas parler aux informations quand on était beaucoup plus jeune, etc. Tous les jours avec sa tache de vin sur le front, c'est la mort d'un grand. J'essaie de... Allez, 30 secondes, j'ai fini. Merci. Carl. J'ai soutenu la politique de Gorbatchev quand il était
à la tête de l'Union soviétique. Mais j'ai des questions. Et la première question, c'est comment il a pu croire en la bonne foi de ses partenaires américains et occidentaux quand on lui a dit que l'OTAN n'allait pas s'étendre d'1 pouce à l'Est. Exact. De ce point de vue-là, du point de vue de ses résultats, sur ce plan-là en tout cas, il a desservi son pays. Il a desservi son pays et tout ce qui s'est passé, grosso modo, de 1994 à aujourd'hui, a été dans... à un moment, il était même prêt à rentrer dans l'Union européenne. Tout à fait, tout à fait. Il avait même éventuellement évoqué l'idée de que la Russie rentre dans l'OTAN. Tout à fait. Philippe, tu te rends compte, il a juste succédé à Andropovitch et Yanko, qui étaient des présidents qui ont vécu à peine 6 mois à leur présidence, et il était considéré comme un jeune de 54 ans. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Je vais reprendre une formule qui m'a frappé. Une phrase, c'est l'homme, n'est-ce pas, qui a sorti son pays du passé, n'est-ce pas, mais qui n'a pas su lui donner un avenir. Ah, très bien. Belle formule. Ouais, c'est bien ça. Michel? Moi, je veux dire que je fais un témoignage personnel. Je suis comme Karl. J'étais content qu'un homme comme Gorbatchev donne un coup de jeune à l'Union soviétique et l'aide à sortir du stalinisme. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que le jour où il a annoncé la dissolution de l'Union soviétique, c'est quand même le fossoyeur de l'Union soviétique. Parce qu'il s'est laissé tromper par les Occidentaux. Il a voulu même désarmer. Comment croire que l'impérialisme américain ne va pas, qui avait une avance considérable à l'époque sur le plan technologique, va diminuer sa force nucléaire? Alors le problème de l'URSS, c'est qu'elle s'essoufflait à suivre. Et que c'était au détriment des conditions de vie du peuple. Tout à fait. C'est ça qu'il a voulu. Mais néanmoins, et ensuite, les Occidentaux avaient déjà choisi leur homme. Oui, mais Helsinki. Helsinki, c'était un monsieur malade. Bon. Et d'ailleurs, c'est lui qui a provoqué un petit peu, qui est à l'origine un petit peu de tout cela, parce qu'il a demandé à ce que le Parti communiste de l'Union soviétique soit déconsidéré, enfin, en tout cas, la Fédération de Russie a demandé à ce que le PCUS, le Parti communiste de l'Union soviétique, ne soit plus officiellement reconnu dans la Fédération de Russie. Et Gorbatchev, qui avait refusé cela au début, a été donc obligé de présenter sa démission. Rapidement. Je termine par une phrase. Oui. C'est que l'Union soviétique a chuté et que l'idéal communiste demeure. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, sur cette phrase qui deviendra un adage de Michel, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Bonsoir à tout le monde et je vous souhaite un bon week-end. Et puis vous allez retrouver Emmanuel Granier à cette place la semaine prochaine. Encore merci pour votre fidélité à Zouk TV et au kiosque et bonne soirée à tous. Au revoir. Oui, nous sommes d'accord.